J'ai une idée, c'est une mine de ressources pour les personnes enseignantes qui souhaitent introduire les activités et les projets entrepreneuriaux conscients dans leur classe. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Patrick Pierrard et j'ai le bonheur de recevoir aujourd'hui Léonie Daigneault-Leclerc, qui est à la tête de l'entreprise Gaïa et Dubos, spécialisée dans la mode éco-responsable et également autrice du livre intitulé « Pour une garde-robe responsable ». Bonjour Léonie. Bonjour Patrick, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et tu n'es pas seule, tu nous as amené de la belle visite aujourd'hui. Nous avons le grand plaisir d'avoir Abby, le bébé de Léonie, qui est avec nous. On l'entend justement. Allô Abby. Et voilà, elle vient de vous dire bonjour. C'est formidable, hein? C'est arrangé avec le gars des vues, comme on dit. Alors, merci encore d'être là toutes les deux. Et bon, la question rituelle pour commencer, Léonie, si tu étais un personnage de fiction ou un personnage célèbre, qui serais-tu et pourquoi? Je pense que je dirais Fifi Brin d'Acier. Étonnamment, je ne suis pas aussi forte qu'elle, loin de là, physiquement. Tu sais, Fifi Brin d'Acier, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une petite fille. Nous, parce que ça date un peu. Oui, c'est ça. C'est peut-être pas tout le monde qui connaît Fifi Brin d'Acier. C'est une petite fille de 9 ans, si je me trompe pas, qui est très, 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 très forte, qui vit la plupart du temps seule dans sa maison parce que son papa, il est tout le temps en mer. Dans le fond, on l'appelle le roi des mers. Donc, elle est très indépendante et elle aime beaucoup aider les autres. Donc, de par sa compassion puis sa générosité, elle aime ça aider les autres à régler leurs problèmes, souvent par sa force physique. Moi, je dirais que c'est plutôt par ma force émotionnelle. Puis c'est ça, d'être toujours là pour les autres. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent vers moi pour des conseils plutôt du côté émotionnel ou psychologique, puis tout ça. Donc, je connecte avec Fifi Brin d'Acier pour ça. Et aussi, moi, j'ai perdu mes 2 parents du cancer quand j'étais jeune, quand j'étais enfant et adolescente. Puis, c'est ça, j'ai pas eu le choix d'apprendre à être indépendante, à vivre un peu, bon, pas seule, c'est sûr que j'ai eu des tuteurs, mais oui. Un peu comme Fifi Brin d'Acier, là. Elle s'organise tout seule, très féministe, très indépendante, très courageuse, puis beaucoup, beaucoup de compassion, puis de générosité envers les autres. Fait que ça me représente pas mal. Quel beau personnage, vraiment. Très, très intéressant. Bon, est-ce que toi, tu es une entrepreneur consciente et responsable, hein? Je ne me trompe pas quand je dis ça. Pourquoi on pourrait te qualifier d'entrepreneur consciente et responsable? Absolument. Bien, en fait, je ne pourrais pas être entrepreneur sans avoir mes valeurs environnementales, puis même, je parlais de compassion tantôt, donc vraiment mon côté humain envers les personnes qui fabriquent les vêtements de Gaïa et Dubos, par exemple. Donc, n'importe quelle entreprise que je voudrais lancer dans un futur lointain ou même le pourquoi j'ai lancé Gaïa et Dubos, il n'y avait aucune question dans ma tête que ça allait être peut-être des vêtements écologiques et éthiques. C'était sûr que ça allait être ça. Puis pour une future entreprise que je pourrais lancer dans ma vie, c'est sûr qu'il y aurait aussi ces valeurs-là. C'est une condition sine qua non à ton entrepreneuriat. Exact. Je ne pourrais pas faire autrement. C'est juste trop dans mes valeurs, puis dans ma mission, puis ma personnalité. Juste pour situer nos auditeurs et nos auditrices, ton entreprise, Gaïa et Dubos. Bonjour, Abby. Ton entreprise, Gaïa et Dubos, qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise? Qu'est-ce que tu fais dans cette entreprise? Oui, bonne idée. On peut donner un petit peu plus de détails. Voilà. Donc, on crée des vêtements pour les femmes qui sont entièrement faits de matériaux, de tissus écologiques. Donc, par exemple, du coton biologique certifié, de la soie biologique et éthique certifiée, du lin de Belgique, du tencel, du lyocell, des tissus faits avec des bouteilles de plastique qui sont recyclées, qui sont certifiés aussi. Fait que tous des matériaux écologiques et tout est fabriqué au Québec, dans des conditions de travail éthiques, en petite quantité. Donc, on évite le gaspillage. On s'assure que tous les humains qui sont impliqués dans la chaîne de production ont des conditions de travail qui sont humaines, qui sont justes, qui sont éthiques. Donc, moi, je visite tous les manufacturiers en personne. Tout est fabriqué au Québec, donc c'est assez à portée de main. Puis, je vais sur place, je vais dans la manufacture, je jase avec les employés, les dirigeants, puis tout ça vraiment pour comprendre l'ambiance de travail. J'ai déjà arrêté de travailler avec certains manufacturiers juste parce que je trouvais que les dirigeants étaient bêtes avec leurs employés. Fait que ça va vraiment jusque-là. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment des vêtements locaux, écologiques, éthiques. C'est formidable ce que j'entends parce que, dans le fond, c'est exactement le contraire de
tous les vêtements, Oui. ou à peu près, qu'on Oui. trouve dans les magasins au Québec, en Amérique du Nord, en Europe, en Occident, n'importe où, hein, où justement c'est fait dans ce qu'on appelle le fast fashion en anglais, et puis avec tous les dégâts que ça pose Oui. à l'environnement et aux humains surtout. Hein. Exact. Alors, vraiment bravo pour ça, Merci. c'est vraiment intéressant. D'où est venue l'idée pour toi de lancer cette entreprise-là? Puis c'est sûr que je pense que l'entrepreneuriat, enfin, le design, ça fait longtemps que c'est en toi, parce que Oui, tu es une jeune femme, il faut ça. le dire. Hein? C'est ça, exact. Ben, j'aime dire que c'est pas moi qui ai eu l'idée, mais que l'idée m'a trouvée. Donc, je vais faire une histoire longue pour le besoin de la cause. J'ai toujours été, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été l'écolo. Tu sais, l'écolo de la gang qui chicanait ses amis quand ils recyclaient pas bien ou quand ils mettaient leur lunch dans un sac de plastique puis qu'ils le jetaient après, des choses comme ça. Tu sais. Chez nous, on covoiturait depuis mon plus jeune âge, on prenait notre vélo, on marchait, on recyclait, on économisait sur le chauffage, tout ça. Donc, mes parents m'ont toujours inculqué ces valeurs-là environnementales. Et j'ai toujours aussi eu une passion pour la mode. Donc, quand j'étais petite, je dessinais des dessins là, de mannequins avec toutes sortes de tenues. Je passais mes journées à faire ça. J'ai appris à coudre des vêtements puis dessiner mes propres patrons en secondaire 1. J'aimais ça, me déguiser. Même quand j'étais plus petite, là, je me déguisais de toutes les manières possibles. Donc, tout ce qui est relié à la mode puis à l'habillement, aux vêtements, j'ai toujours eu une passion pour ça. Tellement que mon premier jour en secondaire 1, quand je suis arrivée, la première journée d'école, je connaissais personne dans ma classe, puis le professeur a demandé de nous présenter en disant, bien, vous dites votre nom, puis qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard? Tout de suite, je me suis levée, puis j'ai dit, bien, quand ça a été mon tour, bien sûr, je me suis levée, j'ai dit, moi, c'est Léonie, puis je veux être designer de mode. Fait que quand j'ai fini le secondaire, tu avais quel âge? Moi, j'avais 11 ans en secondaire 1. Ouais. J'ai commencé la maternelle à 4 ans, fait que j'ai toujours été décalée d'1 an. Fait que j'avais 11 ans quand j'ai annoncé ça. Fait qu'en finissant en secondaire 5, moi, j'avais aucune question. Hein. J'étais déjà inscrite au campus Notre-Dame-de-Foix à Québec en design de mode. Je m'en allais faire ça. Il n'y avait aucun questionnement dans ma tête. Fait que je suis allée faire mon DEC en design de mode où je me suis spécialisée en mode féminine. Après avoir fini ma technique, bien, j'ai voulu en connaître plus sur le côté, tu sais, des affaires, marketing, commercialisation de la mode. Donc, je suis déménagée à Montréal pour faire mon bac en gestion et design de la mode, concentration commercialisation de la mode. Puis ça, c'est à l'École supérieure de mode de Montréal, à l'UQAM. Puis là, en fait... Bien, j'ai oublié de mentionner quelque chose de très important, en fait, de par mon parcours. Pendant mon parcours au cégep, j'étais très, 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 très amoureuse de la fast fashion. Ah oui? Ah oui, tes yeux. Intéressant. Il aurait fallu que vous voyiez les yeux de Patrick. Oui, c'est ça. Donc, on retourne à mon époque au cégep. J'allais magasiner tout le temps chez les géants de la fast fashion. C'était super important pour moi d'être tendance puis d'avoir tout le temps des nouveaux vêtements. Puis je me souviens, ma première année de cégep, là, je me vantais de jamais reporter la même chose depuis des mois. J'avais pas remis le même haut. Des affaires complètement qu'aujourd'hui, je me dis, oh mon Dieu, mais c'est tellement stupide. Puis c'est plus du tout qui je suis. Pas du tout, non, pas c'est du ça. tout. Il a bien changé depuis. Fait que c'est ça, cette époque-là, je magasinais beaucoup, puis j'avais aucune idée de l'impact environnemental puis même social de ma consommation de vêtements. Tellement qu'un jour, une de mes très bonnes amies, Victoria, qui est aujourd'hui la marraine de Abby, avec qui j'étudiais en design de mode, elle m'a dit « C'est drôle, hein, Lé? C'est fou l'écolo, mais t'achètes tout le temps des nouveaux vêtements. » Ben oui. Puis je me suis dit « Hein? Mais qu'est-ce qu'elle dit là? C'est quoi le rapport? » Dans ma tête, il n'y avait aucun lien. Puis, tu sais, ça a l'air niaiseux parce qu'aujourd'hui, on le sait. Tu sais, tout le monde le sait. Pas tout le monde fait les bons choix, mais on le sait. Je ne sais pas si tout le monde le sait vraiment. Hein? Bien, je pense que beaucoup de gens savent que la fast fashion, c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour les humains, mais ils prennent pas les choix en conséquence. Ils continuent de l'acheter. Mais je pense qu'il y a quand même la conscience que, OK, on le sait que c'est pas bon. Mais à l'époque, il y a combien de temps? C'est il y a 15 ans à peu près, c'était vraiment méconnu. Donc, ce que j'ai fait en commençant mon bac en commercialisation de la mode, quand je suis arrivée à Montréal, je me suis dit, je vais faire une recherche là-dessus. Donc, premier mandat dans un de nos cours de recherche marketing, on pouvait faire une recherche sur le sujet de notre choix en mode. Donc, je me suis dit, je vais étudier c'est quoi les impacts environnementaux de l'industrie de la mode. Puis, c'est vraiment comme si on m'avait appris que le Père Noël n'existait pas. J'ai été là, complètement flabbergastée, tombée sur le dos. J'en revenais pas de tous les impacts, non seulement environnementaux, mais aussi animaux et humains que cette industrie a. J'en revenais pas.
Donc là, j'ai continué mon bac, j'ai continué à faire un petit peu des projets. Quand je pouvais, je faisais mes projets sur des orientations qui étaient plus éthiques, écologiques, puis tout ça. Puis après ça, bien, je me suis dit, je veux en savoir encore plus sur le sujet. Donc, je suis déménagée à Toronto après mon bac pour faire ma maîtrise. C'est pas une maîtrise en mode responsable, c'est vraiment une maîtrise qui s'appelle Master of Arts in Fashion. Donc, c'est une maîtrise des arts en mode. Puis, c'est là que je me suis spécialisée en mode responsable. Ah oui. Donc, tout au long de ma maîtrise, tous mes projets de recherche, c'est beaucoup de la recherche au niveau de la maîtrise. Donc, tous mes projets de recherche étaient orientés vraiment sur la mode écologique, éthique, locale, slow fashion. Et mon mémoire final, c'était vraiment une étude de marché pour savoir qui serait la clientèle de ma future entreprise qui allait naître sous Gaïa et Duboss et de comprendre comment on peut créer une collection de vêtements qui est entièrement écologique puis éthique. Donc, vraiment le plus faible impact possible, autant sur les humains que sur l'environnement, que sur les animaux aussi, bien sûr. Donc, c'est de là que Gaïa et Duboss est né, en faisant mon mémoire de maîtrise, dans le fond. C'est formidable. C'est ce cheminement éthique personnel du cégep jusqu'à la maîtrise. Oui. Vraiment, c'est tout à fait remarquable. Et bon, ça aboutit évidemment à des choses très concrètes comme cette entreprise dont tu es la dirigeante. C'est quoi les aspects qu'une entrepreneur consciente et responsable doit garder en tête quand on fait des choix d'entreprendre? Je pense qu'il faut toujours garder ses valeurs puis sa mission en tête. C'est un gros casse-tête. Moi, ça a été un énorme casse-tête en démarrant mon entreprise de trouver des matériaux qui sont de qualité, qui sont beaux, mais qui sont écologiques, idéalement certifiés. Ça a été le plus gros casse-tête de mon entreprise. Mais maintenant que j'ai trouvé les fournisseurs qui, je sais, peuvent me prouver leur certification, peuvent me donner des tissus qui vont être beaux, qui vont durer, qui vont rester beaux au lavage et qui sont écologiques, bien là, ça va mieux. Mais ça a été un gros casse-tête au début. Puis jamais je me dirais, mais tu sais, j'ai trouvé tel tissu qui est vraiment beau, puis ça fitterait vraiment avec ce que je veux faire, mais il n'est pas écologique. Bien, jamais je le prendrais. Oui, c'est ça. C'est mon critère numéro 1. C'est qu'il soit écologique. Puis ensuite, je regarde, bon, est-tu beau, est-tu de qualité, est-ce que c'est ce que je recherche, est-ce qu'il reste beau, est-ce qu'il bouge bien, puis tout ça. Fait que je pense qu'il faut toujours garder ses valeurs puis sa mission en tête pour tout ce qu'on fait. Sinon, bien, on va tout le temps être un peu malhonnête envers nos clients, envers nous-mêmes. Oui, d'abord envers nous-mêmes, clairement. Envers nous-mêmes, c'est ça. Fait que ça, c'est très important. Puis sinon aussi, je pourrais me dire, mais ça, je fais pas beaucoup de profit sur mes vêtements et ça coûte cher fabriquer au Québec. Je pense que je vais aller fabriquer en Inde ou au Pérou, peu importe, au Bangladesh, c'est ça. Mais non, c'est pas ça que je veux faire du tout, tu sais. Est-ce que oui, je pourrais pas trouver une communauté de femmes artisanes au Honduras, je donne des exemples comme ça, là, qui travaillent dans des conditions de travail éthiques, puis que moi, je pourrais leur payer un bon salaire pour le Honduras, qui me coûterait moins cher qu'ici au Québec. Oui. Bon, peut-être que c'est une option à long terme. Pour l'instant, je me concentre sur le Québec, mais c'est extrêmement difficile. Ça, c'est l'autre casse-tête. Parle-nous de ça un peu. Là. Comment ça se passe ici au Québec? Parce que on sait que tous les grands manufacturiers ont délocalisé leur production dans les pays justement où on paye mal les gens. Oui. Hein? Comment ça se passe ici, la production au Québec? Oui, c'est très difficile. Oui. Extrêmement difficile de trouver la main-d'œuvre. C'est vraiment ça le plus gros casse-tête. Moi, je suis heureuse d'avoir fait ce choix-là. Je ne veux pas diriger ma propre manufacture, ma propre usine textile. Donc, c'est pas mes employés qui fabriquent nos vêtements. Je fais affaire avec des manufacturiers sous-traitants ou même des fois, c'est des couturières qui travaillent seules de chez elles, qui sont bien équipées, ils ont toute la machinerie qu'il faut. Ou des fois, c'est des micros-ateliers qui sont 2, 3, 4, 5, 10 employés. Fait que je travaille vraiment soit des solos couturières chez eux ou mon coupeur, par exemple. Il travaille seul de chez lui dans son garage. Il y a une grande table de coupe. Ah oui. Donc, toute ma coupe est faite chez lui. Il travaille à son compte. Il charge un bon prix pour pouvoir en vivre. Donc, c'est ça. Ce qui est difficile, c'est de trouver des manufacturiers fiables parce que malgré eux, ils ont extrêmement de misère à recruter, à garder leurs employés. Des fois, à la production, ils se font couper l'herbe sous les pieds par des clients comme moi, par exemple, qui disent, finalement, on va produire en Asie, c'est trop cher ici. Ouais, c'est ça. Fait que tout d'un coup, ils perdent leurs gros clients, puis souvent, ils ferment. Ou des fois, il faut qu'ils mettent à pied plein d'employés. Fait que ça, c'est très difficile. Ça m'est arrivé plusieurs fois de moi-même me faire couper l'herbe sous les pieds 2-3 semaines avant ma production. Il y avait tous mes tissus, tout était prêt. Puis ils me disaient, non, on ferme, désolé. Ah là là. Fait que c'est très, très triste pour eux.
c'est ça. L'emploi de couturière, c'est pas très valorisé ici. Il y en a plus beaucoup. Non. Il y en a plus beaucoup des Oui, c'est ça. talentueuses. En délocalisant, on a perdu Oui. la compétence, je dirais, des gens qui faisaient ça avant. Oui. Hein. On l'a aboli, on n'a plus besoin de ça. Oui. Dans le fond, c'est ça qui arrive. Hein. Exact. Exact, c'est ça qui arrive. Puis, mais c'est sûr que c'est pas un emploi qui est si bien rémunéré non plus. Fait que je peux comprendre. Puis c'est très instable. Comme je viens d'expliquer, ça se peut qu'un couturier ou une couturière, son employeur n'ait pas de demande. Fait qu'ils doivent être sur le chômage ou, oups, leur manufacturier ferme du jour au lendemain, des choses comme ça. Fait que c'est très difficile pour tout le monde dans l'industrie. Côté fabrication locale, c'est vraiment un gros challenge. Puis quand je dis à certaines personnes qui connaissent l'industrie que j'arrive à fabriquer au Québec à 100% depuis mes débuts, ils tombent ses fesses. Là. C'est quelque chose. Je comprends. Ah oui, tout à Ouais. fait. Hein. C'est vraiment remarquable comme capacité et c'est tout à fait extraordinaire. C'est quoi les principales qualités d'une entrepreneur consciente et responsable comme toi qu'il faut posséder si on veut inspirer des jeunes à faire ce genre de démarche tellement importante et quand même encore assez rare? Oui, en effet, c'est rare. C'est pour une bonne raison, parce que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Clair. Il faut le vouloir. Fait que je pense que les qualités que ça prend, là, c'est vraiment de la patience, du courage. Ça arrivera pas du jour au lendemain. Moi, ça a pris des années là, avant que vraiment je trouve que je commence à bâtir vraiment une marque qui est reconnue, puis que les clientes reviennent, que les ventes rentrent. C'est très important. On en parlera plus tard, là, des profits puis tout ça. Tout à fait. Faut être patient. Faut être très patient puis très courageux. Puis il faut surtout être très motivé, dévoué à sa mission. Parce que, comme j'en parlais tantôt, sans la mission puis sans nos valeurs, bien, l'entreprise va comme nulle part. Elle n'a pas de raison d'être. Exact. Puis il y a des manières, justement, plus faciles de ne pas écouter nos valeurs puis de ne pas écouter la mission qu'on a puis d'aller, par exemple, faire fabriquer en Asie ou prendre des matériaux qui ne sont pas écologiques. C'est beaucoup plus facile. Exactement. Oui, c'est se donner du trouble que d'avoir une entreprise éthique et responsable. Hein? C'est évident. Hein? Absolument. Oui. Fait que ça, il faut vraiment avoir une mission là, bien ancrée puis qu'on y croit puis qu'on veut faire ça. Les valeurs doivent être profondes, oui. J'ai des frissons en disant ça. C'est vraiment ça, c'est la chose la plus importante pour se lancer en affaires. Oui. Alors, on va encourager ça parce que c'est la profondeur, la qualité des valeurs qui domine l'industrie dans ce cas-ci. Hein? Et ça, c'est formidable parce que ça existe de plus en plus. Disons-le, hein, il y a une certaine prise de conscience de ce côté-là. Par contre, ça reste encore assez rare. Et malheureusement, le profit, justement, dont on parlait il y a quelques instants, ça mène le monde souvent. Mm-hmm. Être une entrepreneur consciente et responsable, justement, est-ce que ça signifie renoncer au profit? Idéalement, non. Non, c'est sûr que non. Idéalement, non, parce que, bon, des fois, on peut penser que le profit, oh, mon Dieu, c'est être avare ou c'est vouloir la richesse à tout prix, mais pas du tout. C'est essentiel, tu sais. Puis on peut même rentrer, si tu veux, dans les 3 piliers du développement durable. Qu'est-ce que c'est? Parce que ça comprend le profit. Donc, quand on parle de développement durable, on pense souvent à l'environnement. Ça, tout le monde le sait, c'est l'environnement, on protège la planète. Mais c'est aussi les humains, donc les personnes, donc de leur offrir des bonnes conditions, un salaire qui est décent pour qu'ils puissent en vivre. Mais tout ça, c'est bien des belles histoires, mais si l'entreprise ou l'organisme ne fait pas de profit, comment elle peut perdurer dans le temps? Elle ne peut pas réinvestir dans sa mission, réinvestir dans ses produits, dans ce qu'elle fait, dans les services qu'elle offre. L'entreprise meurt. Pour une entreprise, le profit ou l'argent, c'est comme de l'oxygène pour nous. Sans ça, on ne peut pas continuer à prospérer puis à exister, tout simplement. Exactement. Fait que non, idéalement, il ne faut pas dire non au profit. Je te dis pas que c'est facile à obtenir. Moi, c'est pas toutes les années que je retire un profit de mon entreprise. Puis je le vois que c'est beaucoup plus difficile les années qui vont moins bien. C'est difficile pour tout. Tu sais, je peux pas refabriquer mes produits parce que j'ai pas le capital, l'argent pour pouvoir le faire. Oui, c'est ça, parce que quand on parle de profit ici, on parle pas nécessairement d'argent qu'on se met dans la poche. Non, c'est on parle de faire vivre l'entreprise, on parle d'investir dans l'entreprise, dans de nouveaux produits, dans des tissus, dans nos valeurs, dans le fond, hein, une fois de plus, hein, et de mettre l'argent à la bonne place. Exact. C'est d'abord
et avant tout ça, le profit dans Oui. les entreprises éthiques et responsables. Oui. Ce n'est pas une question d'avoir des actionnaires à qui on file des Non, millions chaque c'est année, ça. là, comme on C'est ça. voit souvent dans les grosses boîtes. Là. Exact. Puis, tu sais, même pour moi-même, ça fait 8 ans que je travaille là-dessus d'arrache-pied. Puis, tu sais, j'en vis pas encore, là. Je veux être honnête avec les auditeurs de ce podcast. Ça fait 2 ans et demi que je suis allée me chercher un emploi à temps plein en marketing que j'adore, mais qui me permet de vivre. Oui. Et maintenant, je travaille sur mon entreprise à temps partiel et je suis beaucoup plus heureuse comme ça parce Oui. que c'est moins stressant. Exact. La vie d'adulte, c'est quelque chose quand on n'est pas capable de se tirer un salaire qui a du bon sens, surtout quand on a des enfants, c'est très, très, très stressant. Fait que c'est ça. C'est la réalité en ce moment. Absolument, puis il faut être clair là-dessus. Oui. Hein? En effet, c'est une réalité. Chacun mérite d'avoir un salaire décent pour vivre, pour élever ses enfants et sa famille, etc. Donc, c'est fondamental, ça. Et bon, on est là, puis c'est d'autant plus admirable, Léonie, vraiment. C'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, tu as écrit un livre, je l'ai dit tout à l'heure, qui s'appelle... Pour une garde-robe responsable. Voilà. je l'avais en note, mais je ne l'ai plus. Dans ton livre, justement, tu parles de quelque chose, tu viens de l'effleurer, mais je voudrais qu'on y revienne un petit peu. Le triple objectif du développement durable se répartit entre les personnes, la planète et les profits. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en pratique? Tu as commencé à l'expliquer un petit peu, mais j'aimerais que tu ailles un petit peu plus loin. En pratique, je vais prendre un autre exemple que Gaïa et Duboss, un autre exemple complètement différent. Imaginons un petit village dans un pays en développement qui a de la misère à se nourrir. Ils ont de la misère à se nourrir, ils ne sont pas capables de bien nourrir leurs enfants, ils ne connaissent pas beaucoup les outils qui sont à leur disposition pour pouvoir se nourrir. Donc là, on parle de chasse, de pêche, bon, peu importe, agriculture, n'importe quoi. Donc, prenons par exemple la pêche. Si nous, on veut leur montrer à devenir autonomes, même autosuffisants, puis d'être capables de se nourrir, on ne va pas aller leur livrer des poissons à chaque semaine. On va aller leur enseigner à pêcher. On va aller leur donner des cannes à pêche, leur donner des trucs pour pouvoir pêcher, leur montrer comment se fabriquer un bateau, bon, peu importe. Tout ce qui est lié à pouvoir eux-mêmes pêcher. Ou même chose avec l'agriculture, par contre. On ne va pas leur dire, bon, bien, cherchez les bleuets quand c'est la saison des bleuets, puis cherchez les pommes quand c'est la saison des pommes, puis tout ça. On peut leur montrer des techniques pour comment pouvoir avoir des fruits et légumes toute l'année durant. Donc, si on leur donne seulement une livraison de légumes à chaque semaine, bien, ça ne leur permet pas de prospérer dans le temps puis de devenir autonome. Donc, le développement durable, on voit vraiment ça à long terme. Puis, c'est autant pour les gens, donc là, par exemple, les habitants de ce village-là, que pour l'environnement. Donc, quelle technique on peut leur montrer qui est saine pour l'environnement? Donc, on ne va pas leur dire « Allez vous faire des pêcheries. Oui, vider le fond des océans. C'est ça, exact. Donc, si vous en avez entendu un petit peu sur tout ce qui se passe avec les poissons sur la planète, c'est pas toujours écologique, c'est pas toujours même bon pour la santé, autant des poissons, des écosystèmes que pour nous-mêmes qui le mangent. Absolument. Ou même chose, on va pas aller leur dire de se faire une monoculture de patates. On va leur montrer comment développer des techniques maraîchères qui renouvellent les terres. Bon, j'y connais rien, hein, mais on s'entend. Oui. Donc ça, autant pour eux que pour la planète. Et ensuite, est-ce qu'on peut leur montrer comment en tirer un profit, d'aller au village d'à côté, puis de commencer à vendre les produits qu'ils sont capables de fabriquer, de pêcher, de cueillir, bon, tout ça. Fait que là, on entre vraiment dans le développement durable et ce village-là va pouvoir prospérer à long terme, autant pour eux-mêmes que pour les autres, que pour, année après année, ils vont pouvoir se nourrir, ils vont pouvoir même grandir, peut-être faire plus d'enfants, puis devenir un plus grand village, faire plus de profits, continuer à grandir, tout ça en gardant en tête le bien-être de la planète et des gens. Absolument clair. Hein? Ouais. Vraiment, c'est tout à fait ça. Et si on disait, bon, toi, tu as de l'expérience, ça fait 8 ans, Gaïa et Duboss, déjà. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui auraient le goût d'aller dans tes traces pour avoir des entreprises conscientes et responsables? 2 choses très importantes que je veux dire. Premièrement, il faut commencer avant d'être prêt.
Donc ça, c'est un truc qui m'a donné un coup de pelle dans la face quand j'ai entendu ça, parce que, tu sais, comme j'ai dit, depuis secondaire 1, je voulais être designer de mode, puis je voulais avoir ma propre entreprise. Mais je me disais, pas avant d'avoir fini ma maîtrise, puis pas nanana, puis là, c'est quand je vais avoir mes enfants, puis là, peut-être qu'après, je vais pouvoir me lancer en affaires. Puis je commençais comme jamais, dans le fond. Jusqu'à ce que je découvre Derek Halpern, qui est un marketeur américain, qui est un peu haïssable des fois parce qu'il parle très fort, puis il crie, puis il a l'air bête, mais il est brillant. Et il a dit « Start before you're ready ». Donc, commence avant que tu sois prêt. Donc, comment on peut faire ça quand on a une idée en tête d'un immense projet qui peut nous paraître là, interminable, puis bien trop gros, puis comment je peux y arriver? Donc, par exemple, un projet entrepreneurial. On se rappelle, il y a un dicton qui dit « Comment on mange un éléphant? Une bouchée à la fois ». Donc, on y va vraiment une étape à la fois. Donc, de commencer avant d'être prêt, c'est de ne pas attendre qu'on ait fini nos études, qu'on ait les fonds nécessaires en argent pour pouvoir démarrer l'entreprise, qu'on ait toutes les connaissances, puis tous les associés, puis toutes les machines que ça nous prend, peu importe, pour commencer l'entreprise. Donc, c'est quoi la prochaine étape que je peux prendre? Est-ce que vous avez une idée d'une entreprise que, oui, peut-être elle va voir le jour pour vrai dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, mais en attendant, est-ce que vous pouvez partir une page Instagram pour parler de la mission, pour parler de ce qui s'en vient, pour tranquillement bâtir une communauté, avoir des nouveaux abonnés qui vont pouvoir suivre votre mission, puis que peut-être quand vous allez lancer vos produits, vos services, eux, ils vous connaissent depuis le début, puis ils vont être prêts à acheter, prêts à travailler avec vous. Ça, c'est un exemple. Sinon, se partir un site web aussi avec des pages basiques pour expliquer qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi votre mission. Puis tranquillement, étape par étape, on peut arriver vraiment un pas à la fois au grand but qu'on a. Tu sais, ça peut être aussi, par exemple, moi, Gaïa et Duboss, j'ai lancé trop de produits au début. J'ai lancé une collection complète. Un manteau en 2 couleurs, un veston offert en 2 couleurs, des pantalons, des robes, des hauts. Puis j'étais perdue dans mon offre, puis ça a coûté extrêmement cher investir dans tous ces styles-là, à produire, à acheter les tissus, faire fabriquer les patrons, puis tout ça. Est-ce que j'aurais pas pu lancer un T-shirt donc bien simple, en coton bio, offert en blanc, en noir, le mettre sur mon site, dire, regardez, pour l'instant, c'est ça qu'il y a. Puis plus tard, il va y avoir d'autres vêtements. Puis en attendant, mais les gens, ils peuvent tranquillement commencer à acheter. Puis, oups, on commence à se bâtir un petit revenu. Puis les gens commencent tranquillement à nous connaître, puis à nous faire confiance. Puis, oups, quand on est prêt, c'est comme si on grandit vraiment étape par étape. Donc ça, ce serait mon premier conseil. Puis mon deuxième conseil, bien, j'en ai parlé un petit peu tantôt. J'ai maintenant un emploi à temps plein et je regrette de ne pas l'avoir fait dès le début. On entend des fois en entrepreneuriat qu'il faut go all in, puis vraiment, s'y jeter corps et âme dès le début. On quitte notre emploi ou dès qu'on finit nos études, on y va, puis on se lance en affaires, puis il faut être dévoué, là, puis travailler là-dessus jour et nuit. Oui, ça, c'est le mythe de l'entrepreneur qui réussit en plus. C'est le mythe, puis moi, c'est ça que je pensais, là. Je disais à mon mari, là, il faut là, que j'y aille, là, corps et âme, puis je peux pas me trouver une job en plus. Il faut vraiment que je focus sur mon entreprise, mais ça devenait frustrant parce que c'est très long bâtir une clientèle, puis même un following, puis un revenu qui est substantiel, qui a du bon sens. Fait que avoir su, je me serais trouvé un emploi, peut-être dans ce domaine-là. Là, je suis vraiment en marketing pur et dur, mais j'aurais pu trouver un emploi dans une compagnie de vêtements, peut-être québécoise, puis d'apprendre en plus, d'apprendre sur le tas, d'apprendre c'est quoi pour vrai, comment ça marche l'entreprise, et d'avoir un revenu récurrent, tout en travaillant à temps partiel sur mon entreprise. C'est sûr qu'avec des enfants, c'est difficile. Là. Ce que je fais, c'est que je me lève à 5 heures du matin pour travailler sur mon entreprise jusqu'à 6 heures, 6h30. J'essaie de prendre aussi des fois des après-midi off là, le vendredi pour travailler sur mon entreprise. Mais le soir, je suis un déchet. Je ne peux pas travailler sur mon entreprise. Avec 3 enfants, c'est trop. Je dirais pas un déchet. Tu as une fatigue normale pour une mère de famille qui travaille à temps plein et qui arrive le soir, simplement. C'est ça, exact. Fait qu'il faut vraiment... faut être patient. Comme j'ai dit tantôt, il faut être patient, mais ça, ce serait mon truc, là, de vraiment se sécuriser le côté financier et en profiter pour apprendre du métier
tout en bâtissant son entreprise. Ça, c'est une des plus grosses erreurs que j'ai faites. C'est vraiment deux conseils absolument inspirants, je trouve. C'est très, très, très important ce que tu viens de dire. Et heureusement que c'est enregistré pour que ça puisse être écouté parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de leçons, beaucoup d'expériences derrière ça, mais aussi pour tout le monde. Je pense que c'est important. Moi, j'accompagne souvent des écoles, etc. Puis commencer avant d'être prêt, ça, c'est un leitmotiv qu'on a avec les enseignants. Dire, lancez-vous. Même si vous ne vous sentez pas tout à fait prêt, vous allez apprendre en le faisant. Exact. C'est ça. L'apprentissage, c'est ça. On apprend en agissant. Puis si on attend d'avoir toute la théorie en tête avant de faire quelque chose, on n'y arrivera pas. Peut-être une dernière question dans le même ordre d'idées. Tu as étudié beaucoup, cégep, bac, maîtrise, tout ça en design de mode. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Oui, en effet, ce ne sont pas des études qui sont prérequises pour être designer de mode. On s'entend, j'aurais pu faire 0 études puis me lancer. Pour moi, c'était important. Premièrement, j'ai toujours aimé l'école. Vraiment, vraiment. Je viens d'une famille aussi qui est assez éduquée. Mon père avait un doctorat, même un post-doctorat. Ma mère avait une maîtrise. Puis même, tu sais, mes oncles, mes tantes, il y en a beaucoup qui ont des doctorats puis qui sont professeurs à l'université puis tout ça. Fait que j'ai toujours baigné dans ce milieu-là d'études supérieures. Puis oui, je me le faisais dire en disant à mon chum ou à n'importe qui autour de moi, je veux aller faire une maîtrise. Et il me disait, mais pourquoi tu veux faire une maîtrise en mode? T'en as pas besoin? Puis je dis, non, j'en ai pas besoin, mais j'ai envie. Puis ça m'a vraiment servi parce que... bien, surtout ma maîtrise, je dirais, ça m'a permis d'écrire mon livre puis d'avoir déjà une réputation de notoriété, de crédibilité. Je pense pas que j'aurais été publiée aux éditions La Presse, qui est quand même un éditeur de renom au Québec, si j'avais pas eu ma maîtrise en mode responsable, tu sais. Fait que je pense que ça m'a beaucoup servi pour ça. Puis aussi, du côté plus personnel que la crédibilité ou la notoriété, de pouvoir vraiment développer des produits qui sont vraiment écologiques, vraiment éthiques. Tu sais, j'aurais peut-être pas eu toutes les connaissances, j'aurais plus fait à tâtons. Fait que ça m'a beaucoup servi dans... C'est sûr tu le mentionnais tout à l'heure, on voit l'évolution de ton projet entre le début du cégep et la fin de la maîtrise. Hein? Oui. Tout s'est bâti à l'intérieur de ça. C'est ça qui est formidable. Oui. Peut-être en terminant, Léonie, une question assez vaste. Est-ce qu'on peut changer le monde? Est-ce qu'on doit changer le monde? Est-ce que tu changes le monde? Est-ce qu'on doit changer le monde? Non. Ça, je pense pas. C'est propre à chacun. Il y en a qui n'ont pas nécessairement des grandes ambitions de changer le monde, puis c'est bien correct. Je pense que si tout le monde essayait de changer le monde, on serait peut-être trop de grosses têtes sur le marché dans la vie. Je pense que ça prend quand même un caractère fort et une personnalité forte pour essayer de changer le monde. Fait que non, je pense pas qu'on doit changer le monde. Est-ce qu'on peut changer le monde? Je pense que oui. En fait, oui, je le dis comme si j'hésitais, mais oui, je suis persuadée qu'on peut changer le monde, puis ça peut être à petite échelle. Tu sais, on est presque 8 milliards, je pense, aujourd'hui sur la planète. Est-ce qu'on peut impacter 8 milliards de personnes? Non. Bon, à moins d'inventer l'électricité ou l'Internet ou les systèmes d'aqueduc, là, bon, là, ça a changé le monde à grande échelle. Mais est-ce que nous, on peut changer le monde à petite échelle? Oui, je pense. Gaïa et Duboss, depuis le début, sa mission, c'est on veut changer l'industrie de la mode, une personne à la fois et un vêtement à la fois. Fait que je pense que ça se fait tranquillement, pas vite. Puis il ne faut pas avoir l'ambition d'impacter les 8 milliards de personnes qui sont sur la planète. Sinon, on ne se lancera jamais. Trop d'ambition. C'est ça. C'est comme trop. Puis si on se dit, je suis comme une goutte dans l'océan, je ne sers à rien. Tu sais, ça ne sert à rien, ma mission, dans le fond, ou mon projet que je veux faire parce que je n'aurai pas d'impact. C'est pas vrai. On peut avoir un impact sur une personne, sur 100 personnes, sur 1000 personnes, puis ça peut avoir une grande incidence. Tu sais. Puis on change le monde. Comment on change le monde? Une étape à la fois, un projet à la fois, une personne à la fois. Tu sais, il ne faut pas le voir trop gros. Un morceau de l'éléphant à la fois. Oui, une bouchée d'éléphant à la fois. Exactement. Exactement. Fait que... Léonie, un grand merci. C'était vraiment très, très, très intéressant de te rencontrer aujourd'hui, de partager avec toi ces réflexions. Tu es vraiment un très, très bel exemple d'entrepreneur consciente et responsable. Merci. Merci. Je vous rappelle donc, je recevais aujourd'hui Léonie Daigneault-Leclerc, qui est à la tête de l'entreprise Gaïa et Duboss, spécialisée dans la mode éco-responsable, qui est également autrice du livre intitulé « Pour une garde-robe responsable ». Et nous avions la chance également d'avoir Abby, qui a été parfaite, qui est intervenue au bon moment et qui, pour le reste, est tranquille comme ça. Elle fait dodo, tu la vois pas, elle est face à moi à l'auditoire, mais elle fait dodo depuis un bon 10 minutes. C'est formidable, elle est tout à fait mignonne. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.
Les vêtements issus de la mode éphémère sont un grand facteur de pollution et d'inégalité sociale à travers le monde. Dans notre école, que pouvons-nous faire pour lutter contre ce fléau?